Le titre de cette nouvelle vidéo, le symbole absolu universel. Comme diraient certains commentateurs sous certaines vidéos, quand on est plein d'émotions et d'entrain, je crois que tout est dit. Hein, c'est ça, hein. Le symbole absolu universel, là, tout est dit. Et rien. Bon, par contre, il reste tout à dire, effectivement. Voilà. Puisque nous sommes là, vous l'avez bien compris, à travers cette chaîne, pour essayer tout du moins de rationaliser une façon de penser, une méthode d'analyse, pour comprendre et appréhender la matrice et le monde en général, le relatif et l'absolu, avec une certaine méthodologie, une certaine, on va dire même habitude de réflexion. C'est ce que nous avons essayé donc de conduire tout au long des vidéos depuis le début de cette chaîne. Autant vous dire que si vous arrivez sur cette vidéo et que vous ne connaissez pas du tout cette méthodologie que nous avons essayé d'imprimer à travers les réflexes de pensée, à travers les réflexes de raisonnement, vous aurez beaucoup de mal peut-être à tenir compte de cette espèce de révélation, d'apocalypse, de début d'apocalypse que nous allons amener dans cette vidéo. Mais pour ceux qui sont rompus à ce genre de réflexion, donc de raisonnement, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. On l'espère. Voilà, parce qu'il va falloir, et c'est là tout l'art de savoir manier le cerveau droit et le cerveau gauche, on peut dire, de savoir fusionner la pensée philosophique et la pensée rationnelle scientifique. Une fois de plus, nous allons nous servir de cette équation qui fait que l'homme est entier, et la femme d'ailleurs, puisque dans la tâche un petit peu difficile qui nous est proposée dans la matrice, dans le jeu du relatif, c'est bien de tout réunir, le masculin et le féminin, de réunir tout ce qu'on peut appréhender à travers les émotions du chaud et du froid, de la compréhension de la physique et de la métaphysique, et vous l'aurez compris, bien évidemment, à travers le cerveau droit et le cerveau gauche, ce qui est du domaine de l'intuitif, du philosophique, d'une certaine rationalité des lois universelles, et ce qu'on pourrait appeler le côté mathématique, donc le pendant de la philosophie, avec le raisonnement probant et rationaliste. Alors la fiche que nous vous proposons de cette vidéo résume un petit peu cet état d'esprit. Nous vous avons amené à avoir pas mal de réflexions pour que vous preniez l'habitude, petit à petit, de non plus raisonner en tant que moi-je, mais plutôt du côté du soi-je. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons campé un modèle pour vous aider à comprendre où vous vous situez, où votre conscience se situe à travers ces univers intriqués informatifs, mais qui représentent bel et bien de la matière. Dans le domaine du namasté, on entend souvent « la matière n'existe pas ». Hein, c'est vrai. Il n'y a plus rien qui existe. Plus rien n'existe. La matière, le temps, il n'y a plus rien. Ouais. Même le gaz, bientôt n'existera plus. Parce que, je suis un gaz. Non, la matière, elle existe. C'est bien pour ça que le jeu est là. C'est qu'à un moment, quel que soit même les subterfuges ou la science physique qu'on utilise pour réaliser ce que certains appelleraient une simulation, qui n'est pas vraiment une, puisque dans un jeu, dès que vous mettez en application, que ce soit des archétypes pour créer des émotions, des situations dans une certaine réalité physique, eh ben, il faut bien de la matière, et elle est là. Là, je tape, là, ça existe. Hein. C'est la matière. L'expérience est matérielle. L'expérience est matérielle. Et du côté absolu, il y a du matériel aussi. Imaginez bien que si vous n'êtes que de la lumière ou du gaz, vous allez sacrément vous limiter aussi dans vos émotions et vos expériences. Donc, pour rompre avec ces méthodes qui utilisent la fascination et qui vous subjuguent dans un raisonnement qui vous entraîne sur quelque chose que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas et qui fait que vous donniez de l'importance et du pouvoir même à une personne qui a de l'ascendant sur vous, sur ce genre de concept absolument abstrait, là, on n'est pas du tout dans ça. Hein. Nous, on vous affirme bien que ce que vous vivez ici dans la matrice, et qui prend bel et bien la forme physique de quelque chose qui se touche, qui se palpe, qui a une interaction physique et émotionnelle avec vous, et sensationnelle, de l'autre côté, dites-vous bien que c'est la même chose, mais en beaucoup plus supérieur, puisque le but, c'est toujours d'avoir des émotions. Mais là, elles ne sont que respectables, alors qu'ici, ça a été fait justement pour quelque chose qui est tout... Duel. Voilà, dualité, et on essaie donc de vous remettre dans cette logique de compréhension, toujours
et c'est là la difficulté quand on est ici un moi-je relatif, de toujours raisonner avec l'omniscience et l'omnipotence du soi-je qui lui a vraiment notre angle de compréhension et de vue. Et là on est obligé de raisonner dans ce monde physique relatif avec une certaine morale, on peut le dire, une certaine éthique et certaines lois universelles qui appartiennent au monde absolu, le monde originel, le monde de la conscience primordiale. Là est la difficulté pour un moi-je. Donc on fait l'effort une fois de plus de gagner cet état d'esprit. Et là, à travers la fichette de cette vidéo, nous vous avions parlé en début d'année sur cette nouvelle série Enfin l'Apocalypse de ce que nous allions aborder comme thématique. Et bien c'est exactement ce que nous allons faire sur cette première vidéo de cette série, c'est donner une preuve. Alors pour certains ce sera une preuve, mais pour d'autres ça ne sera pas une. Oui, voilà. Parce qu'à un moment, il faut soit le comprendre, soit le saisir, soit on ne comprend pas. Il faut pouvoir le percevoir en tant que point de vue, en fait. Et c'est là que la difficulté va s'installer. Et quelque part, c'est plutôt sain et logique dans le jeu de la matrice, c'est que il n'existe pas un concept du grand secret qui pourrait être donné à la totalité des consciences des moi-je et qui d'un coup fasse une révélation sans faire d'effort. Oui. Il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas une formule qui serait à la portée de tous les moi-je. Il faut qu'ils aient fait un certain cheminement. C'est pour ça que je disais, on est sur est-ce que je suis en capacité de percevoir ce point de vue-là et de l'analyser avec discernement. Ce qui donne l'occasion de préciser ce que pourrait être ce que certains appellent ce grand secret, le fameux passage entre la compréhension du relatif et de l'absolu. On va tout d'abord dire ce qu'il n'est pas. Ce grand secret, c'est pas une solution magique, il n'y a pas une formule magique. Il n'y a pas une incantation, par exemple, à faire, qui changerait votre état de conscience. C'est pas une doctrine forcée qu'on pourrait retrouver dans certains courants intellectuels spiritualistes, avec des règles bien déterminées, des rites, qui font appel à chaque fois des archétypes. Et là, on l'a bien précisé tout au long des vidéos de cette chaîne, justement, nous, notre tâche était bien de comprendre les archétypes pour s'en extraire, pour ne plus être victime et les comprendre pour quelque chose qui fait évoluer et qui fait aussi comprendre les règles du jeu, ni plus ni moins. Ce concept du grand secret, c'est pas non plus, attention, une utopie relative. Parce que souvent, c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans les publications sur les grands secrets. C'est des utopies, mais chaque fois qui sont déviantes. Elles sont dévariées, donc elles appartiennent à chaque fois à l'idéologie relative. Mais c'est certainement pas ce qu'on peut appeler une utopie de l'absolu. Donc c'est une pseudo-utopie relative. La révélation, donc l'Apocalypse, c'est pas non plus un irrationnel inexplicable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ces gourous qui ont un ascendant avec de la fascination, etc. Et des croyances. Qui installent des croyances, exactement. Si ce n'est pas tout ça, on peut, à l'inverse, donc refaire une définition en disant que c'est bien rationnel et explicable, que c'est une vraie utopie absolue et pas relative, et que ce grand secret, en fait, il doit être évolutif de conscience parce que vous avez fait, comme tu disais, ce chemin, et que ce n'est certainement pas une doctrine forcée. Donc on donne à un moment une information de quelque chose que vous devez vous-même évaluer comme quelque chose de pertinent ou pas, parce que vous le jetez à la poubelle si vous le voulez. Voilà. C'est quelque chose qui se trouve. C'est un certain chemin à cet instant-là, et après, on analyse. On se l'approprie quelque part. Ça devient ce qu'on peut appeler la foi dans l'absolu, après. Oui, qu'on sait que ça existe et qu'on fait un choix personnel ici pour demain. C'est vous-même qui obligez votre propre conscience de moi-je de rejoindre celle du soi-je. Tout à fait. En gros, c'est ça. L'architecture, la je structure. pense qu'elle est contente. C'est une fusion qui doit se faire. Obligée dans le sens où elle se voit pas aller ailleurs. Disons que si dans le jeu, soi-je a bien travaillé, quelque part, et sur assez temps, et moi-je aussi, du coup, tout se passe en harmonie correctement. Donc, pour apporter cette preuve, pour ceux qui ont fait déjà ce chemin, que nous sommes dans une matrice et que c'est un jeu qui a été créé par l'absolu et que nous sommes dans un univers relatif comme nous l'avons déjà décrit dans les vidéos, notamment du modèle, nous allons apporter le début des preuves. Parce que, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il existe un certain calendrier de divulgation, de révélation, donc d'apocalypse, et les choses doivent se passer, c'est une logique. On n'est pas là parce qu'on tient des clés que certains n'ont pas, non. Beaucoup de gens ont des clés, mais à un moment, certains sont en mesure de les donner, et d'autres se réservent peut-être pour les divulguer, parce que justement, quand vous avez cette intrication avec votre soi-je, vous comprenez quand est-ce que vous pouvez faire évoluer le jeu du relatif
grâce ici à cet avatar qui est notre moi-je. Donc pour l'instant, comme je vous le disais, donc on va pas entrer dans les détails de cette espèce de calendrier de l'Apocalypse, des révélations, surtout que celui qui est mené par le cauchemar du relatif, lui, il est avancé depuis très longtemps. Tout à fait. À la fin du jeu, le degré de contrainte augmente, que ce soit au niveau social, psychiatrique, économique, cataclysmique, etc. Bon, et là c'est le cas, et vous avez vu qu'à chaque fois, qu'est-ce qu'on colle comme nom dessus? Vous avez vu dernièrement, il y a eu des vagues de submersion, hein, ça c'est... Ils adorent ça. Et des tempêtes, hein, ce qui est pas drôle du tout. Et qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Quand on va même faire l'interview d'une personne sur place qui a vécu ces moments délicats, c'est c'était apocalyptique. Ma bonne dame, c'était apocalyptique. Voilà. Une fois de plus, on est arrivé à bien ancrer dans la conscience des moi-je de cette planète que l'Apocalypse, donc la révélation, c'est un truc bien dégueulasse, c'est un truc qui est très fort, on ne pourra pas lutter contre et qui va sûrement causer notre perte. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. C'est dur hein, d'avoir à contrecarrer cet effet quand même de la définition de la révélation. C'est bien là qu'on voit que si une personne ne met pas en avant son potentiel de moi-je, il est dans ce genre de choses. Ah ouais. Et c'est là où on voit aussi qu'il y a un partage des personnes. Ceux pour qui un mot va dire une chose et ceux pour qui il va dire autre chose. On comprend là que tout ne peut pas être dit à tout le monde à un instant T. C'est complètement cohérent. C'est pour ça qu'il y a vraiment une espèce de chronologie de l'avancée de la conscience. Et un partage du monde quelque part. Et qui reste même logiquement parallèle avec ce degré de contrainte qui avance. Hein. Bon, il y a même des concepts déviants qui vous font croire que l'Apocalypse, j'ai vu pas plus tard que le week-end dernier, une série qui passait encore une fois, d'ailleurs tu vas me dire, parce qu'on en a déjà parlé puisque c'est constant, sur la Deuxième Guerre mondiale, présentée avec toutes ces horreurs comme... L'Apocalypse, c'était une fois de plus le titre de cette série qu'on vous rabâche en permanence. Donc vous voyez bien que cet égrégore, il est installé, c'est clair et net. Et faire comprendre que l'Apocalypse, si dans votre conscience, ça peut être quelque chose de très positif, alors là, il y a du chemin à faire. Hein. Ceci dit, tout égrégore peut grossir ou maigrir jusqu'à disparaître. Donc voilà, et nous avons quelques années pour essayer d'inverser la tendance pour savoir si ça se passera à la fin du jeu plus ou moins. Sachant qu'il n'y a rien de grave, même si ça se passe mal, vous avez bien compris, ici nous sommes dans le relatif. C'est l'expérience que la masse veut mener. C'est très démocratique au final cette affaire, hein. Faut pas s'en faire. Si nous avançons vers des temps où le mot apocalypse sera ressenti comme cataclysmique, c'est-à-dire si ça devient l'apocataclysme, c'est parce que la majorité l'aura choisi. Tout à fait. Et puis on passera sur un âge différent avec des bases qui seront jetées sur des consciences qui ont préféré continuer le jeu d'une certaine façon. Il n'y a pas et revenir pour régler ce qui a réglé, voilà. Choses. Parce qu'il y en a des choses à régler à chaque fois, évidemment. Ah oui, bien sûr. Ça fait partie du jeu des émotions de cette affaire-là. On voit même ceux qui se préparent à être les maîtres de demain, y compris sur le plan spirituel. Voilà. Tout se met en place d'une façon très cohérente pour ce monde relatif-là. D'ailleurs, à propos de ce que nous allons avancer comme, pour nous, des preuves en tant que soi-je, pour comprendre ce que moi-je ici est dans une composition, une création, une sous-création du monde absolu, on fera quand même un petit avertissement auprès, comme tu dis, de cette espèce de communauté qu'on peut largement définir. On pourra une fois de plus leur dire attention, parce que beaucoup d'entre eux n'ont toujours pas compris ce qu'ils font et ce qu'ils sont avec ce voile émotionnel égotique. Qu'est-ce qu'ils font de toutes ces informations qui pêchent de l'absolu et qui déforment et qui transforment pour pouvoir évidemment garder le pouvoir d'esclavagiste, parce qu'ils n'ont pas encore compris. Alors, en avançant dans la démonstration, on le précisera avec plus de finesse. Donc la grande question que nous devons nous poser, que vous devez vous poser, pour bien comprendre ce que nous allons exposer, et ça je vous demanderai même de le méditer en dehors de cette vidéo, puisque là on va avancer sur des preuves, donc vous ne les aurez peut-être pas réfléchies, mais vous, dans votre compréhension de conscience, ce qui serait important, ce sera de pouvoir essayer de vérifier si le raisonnement est bien correct, ou s'il existe une autre solution que celle que nous allons exposer là. Rappelez-vous une seule chose à méditer, la seule question que vous devez vous poser, et là c'est toujours l'effort le plus délicat à faire évidemment, ne vous posez pas la question en tant que moi-je joueur dans le jeu du relatif, mais en tant que soi-je, la conscience de votre propre identité, de votre caractéristique qui se trouve dans l'univers absolu et qui est lui omniscient, omnipotent. Donc placez-vous à ce niveau-là et vous devez travailler, vous poser cette question.
si vous deviez formaliser un symbole de l'absolu universel, donc de l'univers absolu, ce qui s'y passe, comment le concevriez-vous ? Et vous comprenez bien qu'une fois que vous avez posé cette question, que je répète une fois de plus pour que ce soit bien logique à explorer et à raisonner, si vous, en tant que soi-jeu, puisque vous allez créer un jeu dans le relatif, il vous faut laisser une espèce d'amulette, on va en parler un petit peu après, il vous faut laisser les clés de la résolution du jeu, sinon le jeu n'a pas de saveur, n'a pas de but, n'a pas de causalité, s'il ne peut pas être résolu, on est bien d'accord. Ah oui, tous les jeux, ont une solution. On prend un jeu vidéo, il y a un objectif, l'objectif correspond à ce qu'il y a à résoudre. Voilà. C'est ce qu'il faut résoudre pour gagner le jeu. Et c'est pour ça qu'on en revient à ce qu'on disait juste avant sur la définition de ce que n'est pas ce grand secret. C'est que s'il y avait un grand secret que d'un coup tout le monde le comprenait sans avoir eu à le travailler, le jeu se finit plutôt mal, puisque ça veut dire qu'on perd la saveur de la compréhension ultime. Là non, on est dans quelque chose de très fin, de fabuleux. Dans l'absolu, on est toujours sur ce qu'il y a de meilleur. Et là, dans le jeu, c'est exactement ce qu'on vous propose de découvrir. C'est-à-dire que même si vous en comprenez les tenants et les aboutissants, c'est à vous de l'intégrer à chacun. On ne donne jamais une clé, et la clé, elle va ouvrir la serrure sans difficulté. Chaque clé doit être adaptée à chaque serrure. Oui. Et c'est ce qu'on comprend avec cette symbolique du jeu. On a la chance d'être à une époque où il y a du virtuel à notre disposition. C'est qu'un grand secret ne va pas vous dire comment gagner le jeu. Il va vous dire quel est le but à atteindre, qu'est-ce qu'il faut décrocher pour être le gagnant du jeu, mais il va jamais vous dire comment vous allez arriver à décrocher, sinon le jeu serait facile. Ce que font certains, d'ailleurs, rappelle-toi, quand on jouait plus jeune à des jeux, il y en a qui achetaient des codes pour craquer le jeu et pour avoir des pouvoirs supplémentaires, etc. Du coup, ils passaient à côté de l'épreuve qui est enrichissante et intéressante, c'est-à-dire de résoudre. Oui, puis passer des caps, c'est-à-dire se dépasser pour, à un moment donné... arriver au stade d'après. C'est-à-dire développer cet effort qui fait qu'on grandit quelque part. Mais là, au final, si on parle en termes de jeu, tu disais, même ici, les jeux sont faits pour qu'on arrive au bout, qu'on arrive à la solution. Alors, ce qui est rigolo, si on fait le parallèle, que ce soit dans un jeu de société ou un jeu vidéo, en général, quand vous jouez, vous connaissez les règles et vous connaissez le but du jeu. Sinon, vous n'allez pas vous aventurer dans un inconnu sans motivation. Là, vos motivations, vous les connaissez. Même dans ce jeu de la matrice, c'est le jeu de l'amour à retrouver, puisqu'en général, normalement, si vous n'êtes pas encore en train de jouer un registre déviant, quand vous êtes correctement structuré, aligné par rapport à l'absolu, votre recherche, elle est dans l'utopie déjà de trouver l'amour, pas n'importe quel, pas l'amour de groupe, c'est-à-dire pas l'amour, je veux être chanteur, tout le monde de même, et partout dans la rue, je qu'en parle de moi, ça c'est... Tu chantes bien. Voilà, ça non, ça c'est pas l'amour, ça. Là, à un moment, il faut le comprendre, ça c'est pas du tout l'amour. L'amour, c'est le couple, c'est le masculin et le féminin, le couple orgasmique qui fusionne, voilà, c'est sexuel, c'est amoureux, c'est tout ce que vous voulez, et ça ne s'obtient que en couple. Le but du jeu, avant tout, la fameuse utopie, donc trouver l'amour. Ensuite, si on affine un petit peu tout ça, vu que l'amour, quand on l'a trouvé, c'est bien, déjà on ne veut plus souffrir, donc avec ce corps qui quand même engendre des gros bobos, puisque à deux, en général, on trouve le plaisir justement de ce corps, et on a envie d'annihiler la partie corporelle de souffrance. Et évidemment, après, l'ultime but, on dira, c'est de trouver son éternité. Parce qu'une fois qu'on est amoureux et tout, on ne veut pas mourir, on veut rester avec l'autre. Donc il y a bien cette succession. Si ça se passe bien. Voilà. Il y en a qui se suicident par amour et tout. Donc on peut se poser des questions. Donc ça veut bien dire que c'est puissant. Quand on dit sa moitié, ça veut dire que sans l'autre, on n'est pas complet. Donc, on n'a plus envie de devenir à nouveau, puisqu'on l'a vécu, on l'a expérimenté X fois, cet être auquel il manque quelque chose d'existentiel. C'est une imputation. C'est vrai que c'est existentiel. Pour celui qui a connu le 1 réuni, avec les deux moitiés, c'est insupportable de devoir, évidemment, se retrouver amputé de sa moitié. Ça, c'est évident. Donc, du coup, ça prouve bien que le but du jeu, si certains l'ont perdu, il faut bien avoir ça en réflexion, il est là, on le connaît, c'est l'utopie. L'amour parfait. Après, dans un monde parfait, c'est délicat, puisqu'ici, on le sait, on est dans ce fameux relatif de la dualité, où on est venu d'ailleurs pour se séparer, parce que faut bien comprendre la causalité, si vous l'avez bien compris, on en a déjà parlé maintes et maintes fois dans les vidéos pour expliquer bien la rationalité et la logique de cette chose-là. C'est bien parce que de l'autre côté, tout est toujours parfait, que vous avez toujours besoin de ce parfait, que vous venez délirer sur un truc où vous vous séparez pour connaître l'inverse. Et le but de se retrouver. On est même séparés à l'intérieur de nous-mêmes, puisque on est fait de plein de morceaux, et le premier travail, c'est de les réunir, et après de se réunir avec la moitié qui nous manque.
Et puisque d'ailleurs la loi physique, même ici, le démontre, que ce soit philosophique ou même dans la science physique, c'est la loi des aimants. Les opposés s'attirent. Le plus colle au moins. C'est quand on est du côté du relatif, ces oppositions, malheureusement, elles sont complètement exacerbées et vous avez même du mal à recomposer ce désir d'avoir à faire coller le plus et le moins. C'est une résolution constante et c'est là aussi le but du jeu, l'émotion du jeu, sa causalité profonde, elle est là. Donc les opposés s'attirent et cette loi universelle, eh bien on la retrouve partout et c'est là qu'on commence, puisqu'on va faire cet apocalypse en 2 volets. Premier volet, c'est la compréhension constatable de votre place sur la Terre. Bon, ici, vous êtes un terrien, et qu'est-ce que vous voyez, et que tout le monde peut constater, puisque c'est comme ça que ça marche tout le temps. Dans la position relative de chaque moi-jeu, il doit y avoir un élément dans le jeu qui constitue une preuve que tout le monde peut voir. Et où que vous vous trouviez sur la Terre, tous les joueurs peuvent voir quoi ? Tout ce qui est astral. Donc les étoiles, le soleil. Voilà, le soleil et la lune. Alors ce qui est le plus concret et le plus en influence de notre vie et le plus visible a fortiori, c'est le soleil et la lune. Et la lune. Alors c'est vrai que ça, soit vous êtes né avec, parce que vous avez peut-être déjà travaillé sur des vies précédentes à ces concepts-là, et donc vous avez cette intuition qui est vraiment ancrée, dès que vous êtes jeune, de vous dire la partie rationnelle de mon cerveau qui engendre des raisonnements de conscience, si on intègre les lois des statistiques, des mathématiques, des probabilités, on a une sacrée chance, et vous verrez que c'est une chance, hein, mais en fait ça l'est pas puisque c'est fait exprès, que la taille du soleil qui se trouve beaucoup plus loin que la Lune et justement le même diamètre pour nous à notre vision et de notre point de vue que la Lune. Donc la Lune et le Soleil ont le même diamètre. Vous pouvez bien constater lors d'une éclipse de Lune, si c'est pas clair. Voilà, ça fait éclipse totale quand les 3 sont alignés. Donc le diamètre de visu est bien le même. Alors c'est là qu'il faut rentrer dans ce jeu subtil où vous vous placez du côté de la conscience du soi-jeu. Alors on peut dire que c'est un hasard. Ah oui, bien sûr. Mais ça aurait pu l'être. Mais si vous êtes né avec cette intuition que ça n'est pas un hasard, c'est peut-être que vous l'avez travaillé avant. Que de hasard sur cette terre. Voilà, le problème c'est qu'à un moment, il y aura tellement de hasards qui vont s'accumuler que celui qui est vraiment cartésien, même un sceptique confirmé, s'il le réfute, à un moment c'est psychiatrique. Hein. Parce que là, nous, on ne va pas dépasser le stade de ce que tu disais, donc le sacré hasard. Hein. Dans les 2 exemples qu'on va mener, quoique le deuxième, normalement, ça devrait tomber aussi. Mais bon, avec le premier, c'est sûr, on peut se le dire, c'est encore une possibilité du hasard. Alors, en tous les cas, si on se place du côté du raisonnement absolu, du soi-je, et qu'on laisse dans la matrice, dans sa, je précise bien, dans sa phase finale, tous les éléments qui permettront de comprendre que vous êtes dans cette matrice, dans un jeu, on va jouer avec ces 2 éléments qui dérivent de l'utopie absolue, l'amour entre le féminin et le masculin sur des personnes qui sont absolument caractérisées. Et il n'y a pas des gaz qui se mélangent avec plusieurs notes différentes, etc. Non, il y a des personnes qui sont individuelles, comme nous on l'est ici. Mon voisin n'est pas moi, je ne suis pas mon voisin. On a chacun notre caractère bien particulier et nos goûts bien particuliers. Chaque individu caractérisé, en soi-je aussi, a cette motivation, ce but absolu de vivre l'amour absolu, l'amour parfait. Et dans la matrice relative, où on doit recomposer cette compréhension, il nous est donné toutes les symboliques dont la physique elle-même de la matière dérive aussi. Et là, on va le voir, ne serait-ce qu'avec ces 2 astres qui vont bien nous planter ce que vous devez comprendre, évidemment, en philosophie cette fois. C'est-à-dire qu'on a le Soleil. Le Soleil, c'est l'opposé de la Lune en compréhension ici même dans la matrice. C'est-à-dire que vous, en tant que moi-je terrien du relatif, vous avez constaté que le Soleil est loin. Si vous êtes un petit peu astronome, c'est sûr que si vous ne vous penchez pas sur le sujet, que vous pensez que la Terre est plate et que le Soleil il est juste à 30 km de la Terre, etc. Là, il faut vraiment réviser ses fondamentaux. Il faut bien se dire que des milliers d'années avant, il y en a qui le savaient déjà. Donc là, il faut peut-être un peu se réveiller. Il y a des preuves mathématiques, il n'y a pas besoin d'un télescope ou quoi que ce soit. Il y a des gars avec un bâton planté dans le désert et un puits qui sont arrivés à le comprendre. Mais bon, chacun est où il veut. C'est vrai que c'est des émotions aussi de penser qu'on est dans un complot où la Terre est plate, etc. Hein, Mais là, on n'en est plus là. On en est sur autre chose, on est sur des sphères. C'est bien de sphères dont il s'agit. Et vous avez compris, évidemment, que ce Soleil est très éloigné, à l'opposé de la Lune qui est près. Toujours dans cette compréhension des oppositions, le Soleil est chaud, alors que la Lune
on joue sur tous les tableaux de la compréhension des dualités, donc des polarités, des oppositions, plus et moins, etc. Face au soleil qui est très chaud, on a une lune qui est froide. On a le soleil qui est un astre qui éclaire et qui, en opposition, se retrouve avec une lune qui, elle, est éclairée. Elle n'est pas éclairante. Dans la dynamique de la physique de compréhension, le soleil donne, ça me rappelle Laurent Boulzy qui chantait ça, hein, il avait déjà compris d'ailleurs, hein. Le soleil donne, et la lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'émet rien justement, c'est juste la réflexion, voilà, elle reçoit. Donc vous voyez qu'on est toujours dans cette polarité de dualité à comprendre. Ça veut dire au final que si on veut donner un état de la physique mécanique, en gros le soleil c'est la dynamique, et la lune c'est la stabilité. Voilà. Et si on le rapporte au concept primordial qui nous intéresse, donc par rapport à l'amour, le soleil c'est bien le générateur de matière, donc c'est la dynamique, c'est le masculin, c'est lui qui donne, et le féminin, c'est bien la lune qui, elle, reçoit, qui est stable, et le pendant opposé de son plus et qui devient le moins, si on veut le voir comme ça, pour qu'il y ait justement cet amour. Si vous êtes dans cette logique de compréhension du jeu, avec ces règles universelles des lois primordiales, que nous devons retrouver ici même dans le relatif, vous comprenez l'importance d'être sur une planète où vous avez déjà ça à comprendre. Parce que là maintenant, élargissez votre état d'esprit pour tous ceux qui, comme tu disais tout à l'heure, se diraient un peu grogneux là comme ça, mais c'est le hasard quand même, je vois pas pourquoi, après tout, ça peut être le hasard. Ça c'est sûr, oui, que ça peut être le hasard. Mais comprenez bien, par rapport au taux de probabilité, par rapport aux statistiques, si vous vous trouvez sur n'importe quelle autre planète, si elle était habitable du système solaire et avec leur propre satellite, que ce cas n'existe pas. Donc il n'est pas si courant que ça fait pas partie des lois des équilibres, on va dire, de la physique astronomique. Donc soyez pragmatiques, allez jusqu'au bout du raisonnement, allez, comme on vous le dit souvent sur cette chaîne, cherchez vous-même le nombre de satellites naturels évidemment de chaque planète qui constitue ce système solaire, et vous regardez si on a le même cas, c'est-à-dire une lune de Jupiter ou de Saturne ou de Mars, d'autres planètes, confèrent le même cas où vous allez vous retrouver avec ce satellite qui a la même taille que notre astre, donc que le Soleil. En visu. Voilà, visu. Ce qui donne la première intuition, si vous rentrez dans cette logique de réflexion. La curiosité. Ou la curiosité, ouais. Que c'est quand même extraordinaire et que ça donne à réfléchir. Nous vous laissons méditer cette idée-là, mais pour en faire une conclusion rapide et synthétique, comme le montrent ces images, vous aurez compris que les êtres, qui soient amoureux ou pas d'ailleurs, hein, sur cette terre, et qui ont l'habitude de regarder vers les cieux, vont pouvoir à un moment enclencher un processus de compréhension sur ce que nous venons d'exposer, et peut-être de se dire que ce n'est pas un hasard justement. Dans la suite logique de ces preuves, parce que là, comme tu disais, ça pourrait être un hasard, dans la suite logique de ces preuves, mais cette fois-ci intelligente, et là c'est plus de la constatation visuelle, mais c'est de la compréhension sur l'autre cerveau, cerveau scientifique et rationnel, là par contre on vient plomber un truc, ça ne peut pas être du hasard. Et là on va parler de la même chose, le même principe que nous venons d'évoquer du chaud, du froid, du mâle, de la femelle, du soleil et de la lune, c'est la pyramide de Gizeh, la grande pyramide. Et là, certains vont se dire, oh bon, je vois pas le rapport. Et vous allez vous apercevoir que c'est la même chose, mais cette fois-ci, vue de l'autre côté, c'est-à-dire sur le cerveau qui s'occupe de la partie logique et concrète. Et là, on en revient, s'il vous plaît, rappelez-vous la première question que nous avons posée au départ, c'est un peu le postulat de réflexion, que vous mènerez, j'imagine, aussi après cette vidéo. Si vous, en tant que soi-jeu, vous deviez formaliser le symbole de l'absolu, comment vous le concevriez ? Et là, vous allez voir, il n'y a pas 50 solutions. On en arrive à une seule proportion, c'est celle de la grande pyramide. Alors, on va s'expliquer, puisqu'il ne s'agit pas de donner une assertion. Là, cette fois-ci, on va rentrer dans les détails. Et c'est quand même un lien avec ce qu'on a dit, parce que ce qu'on vient de voir sur la Lune et le Soleil, c'est s'être posé la question de savoir si c'était un hasard d'avoir atterri là où on est, que peut-être il y avait suffisamment d'extraordinaire pour que le lieu où on a atterri ne soit pas un hasard. Ça veut dire du coup que j'ai peut-être quelque chose à y faire.
Et si vous êtes sur Terre, c'est bien que à travers la position des astres et les artefacts les plus gigantesques qu'on a laissés pour être indestructibles, hein, bon ils le sont un peu, mais il reste encore... Oui, mais enfin... Il reste l'essentiel. Si on savait les dater, on serait quand même assez stupéfait de leur caractère durable, on va dire. Absolument. On n'en fait plus du durable comme ça. Non, déjà on n'en a pas trop les moyens physiques. Et vu leur âge, on devrait se poser la question des moyens physiques qui ont permis leur construction. Et c'est là qu'on en revient à ce qu'on disait au départ aussi, et que là on va un petit peu plus préciser, c'est l'histoire de l'amulette. Dans un jeu, quand on vous laisse des indices, là on l'a vu avec les astres, certains, vous allez voir, vous connecterez peut-être un petit peu plus tard, certains vont se dire, qui pourrait décider de la taille et de la distance des astres? À un moment, il n'y a que Dieu. C'est un bon géomètre. Ah ouais, c'est un bon géomètre, le mec c'est un bon architecte. Si vous comprenez, parce que vous pratiquez cette chaîne, les modèles que nous avons laissés, le modèle soi-jeu, le retour vers le soi-jeu, cette réflexion qu'on doit avoir du point de vue de l'absolu, ça prend tout son sens, il n'y a aucun problème avec ça justement. Alors cette amulette, on fait un peu appel au film Inception, parce que c'est la même chose qui se déroule dans ce film. On rappelle vite fait, hein. Les protagonistes de ce film se retrouvent à œuvrer dans le monde du rêve, dans le monde onirique, et comme ils savent que quand ils sont plongés dans le monde onirique, ils n'ont pas le même état de conscience, c'est une conscience fragmentée du monde dans lequel ils sont réellement éveillés, ils ont, pour rappel, de mémoire, c'est une espèce d'interrupteur de conscience. Ils ont ce qu'on appelle une amulette. En l'occurrence, dans le film, c'est une toupie. Mais vous savez, une pyramide, par exemple, si vous la faites tourner sur elle-même, ça devient une toupie absolument de visuel ronde. Hein. Tout ce qui est carré devient rond. Dans l'invisible, il faut comprendre, par rapport aux notions de vitesse, aux notions de dynamisme, quelque chose qui est carré, si vous le faites tourner, de visu, ça devient rond. Hein, voilà. Bon, ben là, il y a une toupie dans le film, mais là, on va arrêter cette toupie. Et chez nous, sur Terre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des pyramides. Hein. Ces pyramides, d'ailleurs, elles sont fascinantes. Quelle que soit la culture de votre naissance, on vous présente que ce soit les pyramides de Gizeh ou d'ailleurs. C'est fascinant. Mais c'est mieux qu'un gourou quand même là. Parce que ça veut dire quelque chose. Et là on va rentrer dans les détails. Parce que cette amulette, à un moment, elle n'est pas là pour rien. Vous avez bien compris que dans le jeu, à part si vous êtes un néoconscientiste physicien, c'est-à-dire le gars qui se dit tout ça c'est un vieux machin qui sert à rien, c'est tout à fait normal à expliquer, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon ben là évidemment vous aurez beaucoup de mal à imaginer que ça a été fait à des fins de compréhension du jeu et que ça raconte l'essentiel justement, et ça raconte la totalité. C'est pas que ça raconte un peu, ça raconte le tout. Et on va rentrer dans les détails. Donc cette amulette, elle est là. Alors soit elle vous sert à vous réveiller, comme dans le film. Quand vous la voyez, vous dites, oh là là, ça c'est ancré au fond de moi comme un truc quand même très important, c'est une clé à comprendre. Si vous en êtes là, c'est que vous voulez y réfléchir. Donc rentrez, s'il vous plaît, dans le raisonnement, et c'est là que c'est difficile, c'est clair et net. Tout à l'heure, on était dans l'intuitif des deux planètes et tout, c'est la philosophie, c'est joli. Mais là, on rentre dans quelque chose qui est plus délicat, c'est de l'analyse rationnelle, ce qui devrait plaire à nos amis zététiciens, justement, et physiciens, c'est d'analyser qu'est-ce qui a voulu être exprimé dans cette architecture. Or, j'en reviens à la question que je repose du départ. Qu'est-ce que vous feriez, comment vous symboliseriez, comment vous formaliseriez symboliquement un artefact qui vient résumer les règles du jeu et qui vient faire comprendre la résolution du jeu? Et bien là, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de jouer une fois de plus avec la superposition, la résolution du plus et du moins, donc du féminin et du masculin, puisque vous le savez, c'est le but originel. Et là, nous allons essayer de le retranscrire dans quelque chose d'architectural. On aurait eu du mal, par exemple, à le mettre en forme sous de la philosophie, je dirais, esthétique. Parce qu'on aurait pu faire, par exemple, des statues géantes d'une femme et d'un homme qui sont en train de fusionner un contre l'autre. Bon, déjà, sur l'aspect de la morale pudique, ça aurait pu choquer. Bon, après on aurait pu s'arranger, en habiller un peu le tout. C'est quand même problématique parce que c'est pas universel. Il faut bien se dire que certains archétypes esthétiques de certaines personnes caractérisées, il y en a qui aiment plutôt être fins, d'autres plutôt élancés. Donc vous pouvez pas faire un personnage universel. Culturellement aussi, selon qu'on est en Asie, en Afrique, en Europe, on n'a pas les mêmes attributs. On n'a pas les mêmes stéréotypes. Ça aurait été compliqué de se dire qu'on allait trouver un format de représentation auquel
toute personne sur le globe puisse s'identifier. Si, il y avait bien le principe Télétubbies, comme on a fait. Mais c'est vrai que après, ça fait... Je suis pas sûr que qui que ce soit à tes petits... On pourrait trouver ça génial. C'est plutôt moche et plutôt rigolo. Mais c'est justement, au moins personne s'identifie. Alors, avec beaucoup d'imagination, ce qui est très très bien. Mais comme quoi, c'était pas non plus une solution de faire un artefact en pierre indestructible qui ressemble à 2 Télétubbies. Donc, fatalement, en plus, on va quand même être un peu plus fin, parce que n'oubliez pas, on essaie de raisonner non pas dans le relatif, mais au niveau de l'absolu. C'était trop évident aussi. Ça n'aurait pas nécessité qu'on se creuse beaucoup. Oui, en si plus. On avait montré 2 amants qui sont deux amants et ceci est le grand secret. Formidable. Ouais. Ça fait avancer personne, intellectuellement parlant et spirituellement parlant non plus, surtout pas. Hein. Donc la quête de compréhension, elle est bien dans cet artefact. Un nombre d'expériences incalculables sur le sujet. Certains l'ont utilisé en idolâtrie d'ailleurs. Oui, bien sûr. Un groupe bien connu avec un œil au-dessus de la pyramide se sert de ce symbole avec des proportions douteuses pour pouvoir lui aussi l'utiliser. Et comme c'est le jeu de la matrice aussi, d'être un élément d'émotion et de perturbation dans le jeu, puisque c'est le but du jeu. Fatalement, il fallait bien que ces symboliques soient aussi récupérées pour que, par exemple, au lieu qu'elle soigne, elle fasse peur ou qu'elle rende malade. En fait, vous voyez le principe. C'est à vous d'interpréter qu'est-ce que vous préférez. Donc, dans le mot apocalypse, c'est pareil. Soit vous y mettez quelque chose d'horrible, soit quelque chose de révélateur et de libérateur. Donc on revient à notre plan du pourquoi, du comment, que cette pyramide représente le masculin et le féminin, représente donc le soleil et la lune. C'est une logique très intelligente et rationnelle qui fait intervenir 2 choses qui sont universelles. Et ça, il faut commencer à bien intégrer pourquoi les 2 nombres que nous allons citer sont fondamentaux dans cette intelligence qui, elle, se vérifie partout, que vous soyez sur Aldébaran, Sirius, Mars, la Terre ou sur la Lune. Un être doué d'intelligence et de rationalité géométrique et mathématique qui se trouve bien dans la matière et qui doit à un moment l'évaluer, la mesurer, va prendre connaissance des règles de géométrie qui le conduit à connaître pi et phi. Alors pourquoi ce sont donc, et c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont donc des nombres transcendants. Des mathématiciens bien terriens moageux, pour eux c'est pas transcendant, pi et phi. C'est juste le côté pratique du mécano du coin ou de l'agriculteur du coin qui s'en sert pour évaluer des surfaces ou des périmètres, c'est tout. Et c'est pas transcendant dans ce cas-là. Là où ça devient transcendant, c'est quand vous allez comprendre évidemment l'importance de l'universalité, du point commun universel de ces 2 nombres. Alors, on va pas refaire la vidéo, on a déjà fait une certaine approche de cette compréhension de pi et de phi il y a bien longtemps sur cette chaîne, on va pas la reprendre. Là, on a essayé d'avancer plus vite et un peu plus loin sur cet aspect transcendant. Donc vous, dans votre état de conscience, vous savez déjà que pour calculer, on va remettre un petit plan sous les yeux, comme ça ce sera beaucoup plus clair. Vous savez déjà que pour calculer la surface d'un cercle, extraterrestre ou terrien, on en arrive toujours à la même conclusion. Pour le départ d'un diamètre d'une valeur de 1 et donc d'un rayon de 0,5, vous aurez comme résultat sur la circonférence 3, 14, 16, qui est la valeur donc de pi. Après, on ira un peu plus loin pour déterminer bien que dans le jeu, certains avaient mis des finesses dans l'absolu pour qu'on puisse comprendre aussi le féminin et le masculin. Parce que, soit dit en passant, pi, ça se rapporte aussi à un mot qu'on connaît dans le lexique qui désigne quelque chose qui existe. C'est quoi pi? Ce sont les mamelles de la vache. Ça existe. Eh oui. Donc c'est bien féminin, c'est le lait, c'est ce qui fournit. Alors bon, après, on pourrait dériver sur la voie lactée, etc. Mais nous, on s'arrêtera au fait de dire que ça existe. Mais quel hasard! Oui, quel hasard! Que c'est l'élément typiquement féminin et nourricier. Ah, tout à fait. On est bien d'accord. Donc c'est pas masculin. Donc la symbolique de ce qui représente pi, donc le cercle sur Terre, donc le cercle, c'est bien féminin. Après, on va plus loin dans la compréhension des symboliques qu'on avait déjà expliqué sur des vidéos sur la sexualité. Quand on voit dans notre nature s'ériger des grandes pierres qui symbolisent des choses à comprendre comme sur les menhirs ou sur les dolmens, le dolmen, lui, c'est aussi une architecture féminine. On comprend pourquoi. C'est un contenant de quelque chose qui est vide. Donc, il y a un contenu vide. Ben, c'est comme la femme. Après, on fait un petit raccourci. C'est un trou. Un trou. C'est donc une cavité, vide. Par contre, le menhir, c'est ce qui remplit. C'est pas un contenant. C'est un contenu, mais de matière. Donc, c'est bien l'inverse, une fois de plus. Il est là
en tant que forme dynamique. Voilà, la forme est évidente. Suggestive. Oui, plus suggestive. Oui. Voilà. Vous comprendrez bien qu'on joue tout le temps avec ces aspects-là. On est toujours sur le même principe de comprendre le féminin et le masculin, et notamment à travers ses attributs évidemment sexuels. On reprend la même logique, là on est en géométrie, on est sur des opposés. On sait très bien que l'opposé de la courbe, c'est la ligne droite. On est chaque fois sur cette dichotomie hyper simple au final à comprendre. Donc la courbe, c'est le féminin. Le longitudinal, le longiligne, donc la dynamique qui va dans la ligne droite, c'est le masculin. La logique universelle veut bien que la femme, le féminin, est représenté par le cercle et l'homme représenté par le carré. Ensuite, qu'est-ce qui va être important de formaliser dans cet artefact qu'on veut construire comme l'amulette du jeu sur Terre pour résoudre le relatif, donc l'amour? C'est de comprendre que les deux ont la même valeur. Il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre dans cette histoire. Enfin si, physiquement, oui, ça arrive. Il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Même des fois, ça change. Mais justement, parce qu'il n'y a pas de jugement de supériorité, de hiérarchie. Il faut bien superposer notre cercle et notre carré. Le cercle et le carré. Mais là où ça va être important de respecter les lois universelles, ce sera de dire que ces deux choses qui sont opposées, le cercle et le carré, il faut qu'elles aient quoi pour signifier qu'elles soient égales? Le même périmètre. Voilà, le même périmètre, donc ça veut dire qu'elles ont la même importance. Tout à fait. Et là vient à l'idée un concept que vous connaissez toutes et tous, qui est d'ailleurs même en tant que terrien, une phrase très bien connue quand on fait des grandes résolutions, qu'on arrive à résoudre des gros problèmes, c'est de dire on va résoudre la quadrature du cercle. Donc ça veut bien dire que vous devez trouver le moyen de formaliser un cercle et un carré qui est la même circonférence et de les intégrer un dans l'autre. Donc ça c'est de la géométrie. C'est ce qui a été signifié là. Un langage universel. Un langage universel. Voilà. Vous nous suivez jusque-là, le féminin et le masculin sont bien formalisés et présentés comme égaux mais différents, et en plus en fusion, c'est-à-dire un dans l'autre, un sur l'autre. Ouais. Voilà. Et ça c'est la base de notre pyramide. Et là vous allez dire mais pourquoi? Et là on va jouer une fois de plus avec toujours les opposés. Il y en a un qui est visible et l'autre est invisible. La partie dynamique est visible, c'est la partie des lignes droites, et ce qui est invisible c'est la partie féminine, c'est la partie des courbes. Vous allez dire, alors mais comment est formalisé ce cercle? Ce cercle, tout simplement, c'est la hauteur de la pyramide. Là, on va travailler non plus en 2D, mais en 3D. Et pour entrer la notion donc de cet invisible qui doit se reporter à travers la logique rationnelle des mathématiques et à un moment par l'imaginaire aussi, du fait qu'on bascule cette hauteur du point vertical vers le point horizontal. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais philosophiquement, comprenez bien ce que ça veut dire aussi, ça. Vous prenez cette forme signifiée mais invisible, vous la rapportez au niveau horizontal, et là, vous avez la quadrature du cercle. Donc la grande pyramide de Gizeh, faisons le résumé rapide et synthétique, vous avez signifié la résolution de la quadrature du cercle entre une base carrée qui fait le périmètre correspondant au même périmètre du cercle qui s'inscrit sur la formalisation de la hauteur de cette pyramide. Ce qui nous permet de rentrer dans les détails maintenant mathématiques qui vont intéresser au plus haut point, je pense, les personnes qui se cassent la tête grâce, il faut le dire, de nouveau passage d'ailleurs. On ne rentrera pas plus dans le sujet que ce que nous le faisons là, parce qu'on laissera Jacques Grimaud terminer son œuvre sur l'explication de cet artefact, puisque c'est quand même lui qui a ouvert cette réflexion, donc on le laissera finir sur la fin des preuves, on va dire, que nous sommes bien dans une matrice. C'est que la coudée, qui pour les égyptologues est quelque chose d'assez approximatif et qui n'a pas grande importance. On ne sait même pas si ça a servi à quelque chose. Voilà, pas sûr. On va la retrouver avec une intelligence logique de la même acabit de ce que nous venons de développer. Sur ce diaporama, on va essayer de vous le dérouler en compréhension. Pour faire cet artefact qui mélange le féminin et le masculin, et qui aura une stabilité, on va dire, à toute épreuve, mécaniquement d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, vous allez voir que cette architecture, comme par hasard, universelle, elle révèle aussi des occurrences d'un niveau qui doit vous faire exploser le raisonnement dans le cerveau. Là, normalement, c'est le feu d'artifice. Vous partez non pas de raisonnement mathématique sur le début de la réflexion, mais sur une philosophie, c'est-à-dire vous voulez signifier les règles du jeu du masculin et du féminin. Et au final, vous allez vous apercevoir que cette même philosophie de départ vous entraîne à formaliser aussi les deux fameux nombres dont on a parlé tout à l'heure, qui sont transcendants et qui sont trouvables partout dans l'univers et communs à tous, c'est-à-dire pi et phi.
Pi, c'est une évidence. Dès que vous tracez un cercle, et si vous travaillez en base 1, 314 sera toujours le résultat de la fameuse équation que vous connaissez bien, qui est très rigolote au passage, dans 2πr, qui est la formule de calcul de la circonférence. 2πr, hein, c'est bizarre, on aurait pu dire 1πd. On est d'accord? C'est la même chose, 1πd que 2πr. Mais on a choisi 2πr. Bon, on n'ira pas plus loin, mais ça, c'est peut-être pour beaucoup plus tard. D'ailleurs, peut-être ce sera même pour jamais, parce que ça, c'est, on dirait peut-être la clé de vérification qu'un gourou est vraiment un gourou ou que c'est un absolu soigeux. Donc, il y a des choses, peut-être que c'est même pas la peine de le dire. Mais vous comprenez que l'unité de référence, à un moment, là, dans cette histoire, c'est pas le 1, c'est 0,5. Donc, c'est la moitié. Donc on en revient à la philosophie que vous comprenez bien du masculin et du féminin sur les moitiés. On n'ira pas plus loin, mais on vous le laisse creuser. Pourquoi dans la définition de calcul d'une circonférence, on a plutôt mis en avant le 2πr plutôt que le πd, 1πd. On aurait pu dire c'est le diamètre multiplié par pi. Donc là, en l'occurrence, si le diamètre fait 1, ben, la circonférence fait 3,14. Mais là non, on vous a toujours dit, c'est plus compliqué. C'est 2πr. Bon, c'est pas que le jeu de mots 2πr, mais ça veut dire aussi que la référence, c'est pas le diamètre, mais c'est bien le R, le rayon. Le rayon fait 0,5, c'est bien une moitié. Donc je sais que c'est pas toujours plaisant de faire des mathématiques, mais tant pis, il faut. Creusez-vous la cervelle, on est obligé, il faut y aller. Ben, si c'est le langage universel, il faut comprendre que c'est aussi la façon qu'on a de vérifier les choses. Parce que là, on n'est pas dans la croyance quand il s'agit des maths. C'est un modèle pour universel. Pouvoir vérifier les choses. Donc à tous ceux qui cherchent, il y a le choix entre ce qu'on vous bascule comme principe, ça existe, ça existe pas, ça a des pouvoirs magiques, ou le langage universel qui nous a été donné. À un moment donné, même si on n'a pas envie, ben on explore le truc, on regarde, on fait les calculs, ça va pas. On retourne au cristaux. Et aux incantations. Et au contact avec des extraterrestres chelous. Voilà. Il y en a bien. Pourquoi il est important ce R alors? Alors, pourquoi c'est important ce R? Bien parce que vous allez très vite vous apercevoir, si vous jouez avec cette géométrie, que l'importance de ce qui se passe en hauteur va devoir aussi se matérialisé sur la base. On continue le même raisonnement toujours. Les compréhensions des oppositions, donc entre l'horizontal et le vertical, le féminin, le masculin, donc la courbe et la ligne droite, etc. C'est vrai qu'il y a une chanson qui commence par « Je bascule à l'horizontale ». Oui, hein, toujours par la voilà, même, qui nous donne des messages assez importants en général. Justement, la basculons sur la compréhension de cette base, là vous la voyez, le carré là, donc c'est la vraie base matérielle de la pyramide. Et vous allez vous apercevoir, puisque là c'est déjà tracé quand même, c'est plus facile pour vous, qu'on matérialise une distance qui, elle, vient se formaliser grâce à la superposition de la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu'on a matérialisé la hauteur qui vient tracer ici même la partie circulaire. C'est ce qu'on appelle un rayon, c'est bien R. On est sur 0,5. C'est pour ça que c'est bien écrit R égale 0,5. Donc c'est important. Bon, après on pourrait parler de quelque chose, mais on va vous le laisser un petit graine, chacun fera ce qu'il voudra. Justement, s'il y avait une unité universelle à trouver, nous en tant que terriens, il existe une unité commune à tout le monde, et qui correspond quelque part au mètre, ou à la moitié du mètre. Ça, c'est quelque chose d'important, et ça existe. Voilà. On le dit au passage. Après, on n'en dira pas plus. On reste que sur cette compréhension de preuve. On essaie de rester sur le raisonnable. Voilà, on reste sur ce raisonnable-là. Le point commun est bien 0,5, le rayon. Ça vous laisse en intuition, puisque là on fait du raccourci, on ne va pas développer, il faudrait faire une vidéo de 3 heures, ne serait-ce que pour expliquer précisément la décomposition de la compréhension de l'intelligence qu'il y a dans cet artefact. Mais là on va très vite, on passe les étapes. Par intuition, on va dire que vous comprenez que pour faire quelque chose de régulier, d'équivalent, de stable et d'harmonieux, il faut avoir des équidistances, donc il faut avoir des égalités. Et là on se retrouve avec la question qui se pose, mais comment peut-on composer avec cette figure qui représente un rayon commun, ce R 0,5, comment peut-on composer une géométrie rectiligne à l'intérieur d'un cercle, toujours la même philosophie, avec une unité commune. Et l'unité commune, c'est le rayon. Vous allez vous apercevoir que, oh, par surprise, c'est formidable, la seule solution pour faire de l'égalité. Oui, parce que c'est le postulat important de départ. Voilà, avec cette figure qui fait intervenir une mesure qui est le rayon, qui est notre unité, vous l'avez compris, de référence, unité commune, c'est formidable, c'est l'hexagone.
qui va s'inscrire à l'intérieur de ce cercle et qui va vous déterminer à chaque fois dans une position d'un triangle qui bascule, avec 3 côtés égaux. Il y en a 6 surfaces égales. Ouais. Et là, avec cette configuration géométrique, vous allez vous apercevoir que vous allez pouvoir jouer, l'univers et son intelligence va pouvoir jouer, mais d'une façon incroyablement redondante, avec des occurrences extraordinaires, avec pi et phi. Puisque c'était le défi à relever, le challenge de cet artefact, de réunir aussi, avec évidence de calcul, ces fameux nombres transcendants. La dit pi, c'est plutôt facile, dès que vous faites un cercle, puisqu'on est en base 1, vous avez du 3,14, donc ça c'est pas un problème. Mais faire intervenir phi, c'était déjà quand même un tour de force. Et on cherche le masculin. Voilà, on cherche la dynamique du masculin dans tout ça. On a dit pour le féminin, on cherche le masculin maintenant. Alors qu'on est à l'opposé de quelque chose qui est caché dans le féminin et qui est révélé dans les lignes droites en masculin, et dans l'inverse de la force énergétique, justement, qui n'apparaît pas en mathématiques avec évidence sur le masculin, donc phi, et qui par contre est évident dans le féminin, puisque 3,14, dès que vous avez un cercle, vous l'avez. Et là, grâce à cette architecture de cet hexagone qui s'inscrit, et qui lui d'ailleurs dessine, même on pourrait le dire, en comprenant les orientations nord-sud, etc., s'il s'agit de re-raisonner en 3D, on voit très bien qu'il apparaît justement une architecture de pyramide, avec un côté ensoleillé, un côté à l'ombre. Ombre et lumière, voilà. Ouais. On joue à tous les niveaux, c'est un truc vraiment de folie. Mais pour comprendre bien quel est le rapport avec cet artefact qui met en évidence le féminin pi et le masculin phi, phi apparaît avec son carré qui est 2,618, que là nous allons retrouver avec 0,2618. La particularité de phi, c'est d'avoir des caractéristiques uniques dans le fait de le décliner dans sa racine carrée, dans son inverse, dans son carré aussi, avec toujours des terminaisons intéressantes qui le font être identifiées en 618, c'est-à-dire 1,618, 0,618 ou 2,618. Après, pour ceux qui ne comprendraient pas la non-importance de la virgule qui se déplace, le décalage, ça, évidemment, on vous laisse à vos problèmes. C'est que ça va venir. Voilà, je crois que ça c'est typique aux zététiciens, et cette problématique est très compréhensible sur du cerveau, on va dire rationnel mathématique ultra-cartésien, qui ne se satisfait pas de la logique d'une suite, et qui voudrait avoir un résultat cohérent avec une expérience comme on les mène en chimie ou en mesure physique, etc. Là, il faut comprendre au-delà de ça. Là, ça fait intervenir une notion qui parle plus en intelligence philosophique statistique qu'en intelligence purement scientifique de vérification. Après, on ne va pas rentrer non plus dans les détails, on mettrait 1 heure de plus là aussi pour expliquer tout ça, mais c'est très logique et très rationnel. Un ultra sceptique mettra en avant que là c'est tiré par les cheveux, etc. Donc si vous en êtes là, laissez tomber ou continuez à faire des tracés avec de la géométrie et comprenez avec la question de base, si vous deviez formaliser un symbole de l'absolu, comment le feriez-vous? Et vous allez voir, il n'y a qu'une solution, et comme par hasard, elle est miraculeuse, et en même temps, elle est philosophique et mathématique. Donc, revenez au départ du postulat. Mais là, on poursuit pour ceux que ça ne gênerait pas, de se dire qu'on va trouver comme formalisation mathématique constatable de dérivée, que c'est quelque chose qui dérive de phi, son carré. Donc, on est à 0,2618, et nous constatons qu'il s'agit de 1/12e de la circonférence pi de ce cercle. 1/12e, normalement, ça vous fait tilt si vous avez une certaine culture sur le zodiaque. Ça fait encore un hasard. Un gros hasard. Un hasard phénoménal. Le 12. Mais 12 mois dans l'année, et on a un passage sur l'année précessionnelle de 12 constellations. Que de hasard. C'est une pendule céleste qui nous dit où on en est, quelque part. Donc, 0,2618, 1/12e de cette pendule céleste qui se formalise sur cette architecture, vient nous renseigner aussi de quelque chose d'assez extraordinaire. Comme phi est un nombre transcendant, et c'est l'unique nombre qui nous permet de faire la suite de Fibonacci, qui révèle une certaine dynamique de compréhension de la géométrie et donc de l'énergie, on l'a déjà dit. Et une dynamique de vie aussi. C'est un nombre aussi qui a des caractéristiques. Là, on vous renvoie sur les recherches que vous faites vous-même sur les vidéos de Jacques Grimaud, qui va très loin dans l'explication des redondances et des occurrences de pi et de phi dans la pyramide. Lui, il explique très bien. Là, nous, on survole très rapidement, mais on met l'accent sur ce qui va faire la clé de compréhension que nous sommes dans la matrice. Et là, il apparaît quelque chose d'assez intéressant également, c'est cette fois-ci le 6e de cette circonférence, qui est, et là on passe à la diapo suivante, 0,5236.
0,5236, c'est le double du carré de phi, c'est le double de 0,2618. Et qu'est-ce que c'est 0,5236? C'est la coudée. Comme par hasard. Voilà. C'est étrange. Hein. Donc vous voyez bien que Jacques Grimaud, dans toute sa folie, soi-disant, le mec un peu extraterrestre, etc., qui raconte que des bêtises, nous a quand même livré à comprendre quelque chose qui est plutôt essentiel. Ce sont que des bases. Voilà, là c'est le départ. Oui. Voilà. Du coup, vous comprenez bien que la coudée, déjà en Égypte, elle est précise, elle n'est pas aléatoire, oui. Et qu'elle est bien le résultat de la figure que nous exposons là, qui fait comprendre que dans cet artefact qui est censé être notre amulette de réveil dans le jeu du relatif, on a joué bel et bien avec les deux constantes transcendantes qui sont pi et phi, et en plus qu'elles vont s'agencer dans une architecture qui représente aussi, en plus de la philosophie du but du jeu qui est l'amour entre le féminin et le masculin, qui donne aussi des clés spatiales puisqu'on travaille de la géométrie et des distances, et qui donne aussi des clés temporelles puisqu'on s'inscrit dans le zodiaque et on s'inscrit aussi dans l'architecture de quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard, qui est là un passage, le Saint Graal comme on dirait à la compréhension, le fameux grand secret de comprendre pourquoi on est dans la matrice. Mais là, intégrer déjà bien ces notions, ces données, cette pyramide avec ses proportions bien précises, celle-ci, elle donne déjà le secret de l'amulette. Hein. Et dans ces bases-là, moi, ça m'évoque deux choses quand on regarde ça. C'est le fait que, comme tu dis, toutes ces concordances d'espace, de temps, de signification, d'astrologie, c'est ça qui fait la preuve. C'est pas une preuve en soi, c'est la concordance des choses. On y viendra après, attention. Qui nous amène à un effet probant. Et face à ça, où on n'aurait que ça pourrait déjà paraître à certains extraordinaire. Face à ça, ce qu'on nous programme, c'est à passer outre tout ça. Je me rappelle à l'école, quand on nous apprenait pi, on nous disait on s'arrête à 3,14 parce que le reste on s'en fout. Et phi, on en fait phi d'ailleurs. Alors phi on ne nous l'apprend pas, mais si on applique le même raisonnement à phi, ce que tu disais par rapport à cette constance du 6, 18. Pas que. Non mais c'est un jeu de mots. Excusez-moi. Oui, pas que. Ne s'appliquerait pas parce qu'on aurait un 61, 2,61, on aurait après 0,26. On le retrouverait pas. Il faut aller jusqu'à 4 chiffres. Donc on s'en fout pas quelque part. Ce qu'on nous donne comme règle, c'est que c'est tellement précis par rapport à l'homme que l'on est. Ça nous invite à devenir nous de plus en plus précis si on veut voir les preuves. Quelqu'un qui n'est pas précis, qui n'est pas curieux et qui ne veut pas aller dans la finesse, il ne peut pas voir les choses comme ça. Et qui ne fait pas de la corrélation cerveau droit, cerveau gauche. Et face à ça, on a le discours des égyptologues officiels qui, face à un pyramidion qui donne le maître, et face à la conceptualisation, la démonstration de la coudée, vont nous dire qu'ils avaient besoin de mesurer leur champ et qu'on prenait un bout de jambe du pharaon. Ouais. Non, on n'est pas dans la précision. Là, on a au moins la démonstration que si on veut comprendre, on doit aller au-delà de ce qu'on nous propose ici. C'est rationnel et c'est un but. Hein. Et ça veut bien dire que le chemin de chacun est personnel, puisque chacun va se dire, est-ce que je suis curieux à ce point-là? Est-ce que j'ai envie de l'être? Est-ce que je suis motivé pour l'être? Parce que tout le monde a les capacités de l'être quelque part. Après, c'est plus une histoire cérébrale, mais de cœur. L'envie, elle vient du cœur, de toute façon. Oui, parce que c'est souvent mal placé de dire c'est cerveau droit, cerveau gauche. Non, là, ce serait même la dissociation de dire est-ce qu'on pense avec le cœur ou avec le cerveau. Oui, voilà. Aussi. Si on veut aborder le vrai thème de l'utopie par la philosophie, ce sera plutôt une éthique de cœur. Ouais, c'était ma parenthèse, désolé. Ah non, mais bon, c'est important de le signaler parce que c'est vrai que c'est cette superposition de compréhensions différentes qui font qu'on arrive au bout du raisonnement. On n'y arrive pas. Oui, on ne peut pas atteindre les choses sans dépasser ce qui existe ici et se dépasser soi-même. C'était ça que je voulais dire. Et pour résumer ce qu'on trouve d'intéressant dans cette architecture faite au final, on résume avec un carré masculin, un cercle féminin et une compréhension de succession de triangles équilatéraux qui nous faut une division par 6 d'égalité dans un hexagone. L'objectif de l'égalité tripartite. Hein. Au passage, vous voyez sur cette représentation que on décompose l'hexagone en décalage de 0,5 et là aussi on parle en degrés aussi, on pourrait faire des jeux de mots et des jeux de géométrie, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que là aussi une fois de plus on pourrait y passer des heures. Le triangle vert qui lui n'est autre qu'un triangle blanc ou gris qui a fait de la décomposition qu'on vous a mis en évidence. Si vous le décalez de 0,5, lui vous donne le zodiaque pour 12 tranches. 12 tranches, voilà. Tout à fait. Et lui-même après décomposerait une autre compréhension
qui est aussi importante, mais alors, on ne peut pas rentrer là-dedans non plus, si on retrouve une architecture de surface non plus divisée par 6 mais par 5 à l'intérieur de cette géométrie. Bon, allez, on va pas... Donc l'amulette nous éclairerait sur... Voilà, sur l'architecture de l'homme, etc. Donc on rentre pas là-dedans, et en plus, vraiment, on le dit clairement, on laisse à Jacques Grimaud et son deuxième film le fait d'amener dans la matrice encore plus de preuves qu'on est dans la matrice, dans le prochain film qui devrait continuer à enfoncer le clou de cette compréhension. Chez certains, évidemment, mais chez d'autres, peut-être jusqu'au bout, ils le rejetteront. Hein. Mais on reprend donc cette architecture avec ce triangle équilatéral en vert. On fait un résumé de la compréhension de cette structure en affirmant, c'est bien réel et c'est bien posé là, que on retrouve à l'intérieur formalisé de la pyramide qui a ses proportions, le carré du nombre d'or multiplié par 2, donc la coudée, et pour faire plaisir aux zététiciens qui auraient des problèmes avec les décimales et les virgules, on a la coudée divisée par 2, donc ça revient à dire que c'est phi au carré divisé par 10. Tout à fait. Et on est un système décimal, d'ailleurs là aussi, on pourrait délirer pas mal sur le fait de pourquoi il y a le système décimal et nos 10 doigts. Et nous avons dans cette structure le carré de phi multiplié par 12, donc le zodiaque, qui nous fait la montre céleste et qui nous donne le tour du cadran. Et qui nous donne pi. Oui. On a phi intriqué dans la particule de 12 et qui donne pi. La quadrature du cercle, elle est aussi résolue. Tout à fait. Vous imaginez bien qu'il n'y a pas 5000 cas qui peuvent contenir toutes ces occurrences. On a également le carré de phi multiplié par 2 qui donne la coudée égyptienne, qui est précise, hein, c'est 0,5236. Et on a évidemment, puisque là on va faire de la soustraction, si vous prenez 0,2618 multiplié par 10, ce qui fait la différence entre 10 et 12, donc entre le zodiaque et un sixième, vous arrivez à 2,618. Qui est le carré de phi. Si on s'explique autrement, là, le cercle jaune détermine la coudée, 0,5236. Si vous soustrayez ce sixième, donc la coudée, de 3,1416, la circonférence, et là c'est magique une fois de plus, vous tombez sur phi au carré. Donc vous voyez bien que des occurrences comme ça, à moi ça fait péter, comme on dirait, le cerveau. Si ça vous étonne pas, si ça vous ravit pas... Oui, mais c'était bien ça le jeu de départ, hein, c'était de se dire de construire une amulette qui serait un message pour l'humanité sur la durabilité, avec un langage universel... compréhensible de partout. Et compréhensible au-delà de nous-mêmes, de notre humanité. De notre humanité, ah non. Oui, donc ça ce sont les données transcendante qui, pour certains namastés, on va faire plaisir, si on démultiplie cette architecture en superposition combinée, vous donne déjà à travers la vésica piscis d'axe à axe de deux cercles qui se composent en succession. Ça représente bien ce qu'est le couple, la fameuse étoile de David aussi, c'est-à-dire un triangle qui pointe vers le haut et un triangle qui pointe vers le bas. Ce sont les deux triangles géométriques équilatéraux qui s'inscrivent dans la vésica piscis de la partie commune entre les deux cercles qui s'interpénètrent, dont les axes déterminent la limite de l'extérieur de l'autre. Là aussi, on est toujours dans la philosophie et dans les mathématiques, comprenne qui voudra, et qui formalise en partie commune deux triangles qui s'opposent, une fois de plus, un qui pointe vers le ciel et un qui pointe vers le sol, et qu'on formalise dans l'étoile de David par les deux triangles qui s'interpénètrent. Donc l'étoile à 6 branches. On comprend bien d'où vient cette symbolique qui au final représente quelque chose de fantastique. Hein. Tout à fait. C'est le mariage du haut et du bas, c'est le mariage du féminin et du masculin, etc. Cette vésica piscis, très importante, un travail philosophique et géométrique, on vous le laisse une fois de plus à loisir de bien le creuser, de bien tracer vous-même tout ça et de le comprendre. C'est fondamental dans la compréhension de la transcendance. Nous, on ne vous donne pas des clés extraordinaires. Vous voyez bien que tous ces symboles font partie de l'histoire. On les a partout. Les clés sont données. Voilà, dans les religions, dans les philosophies, etc. Ça veut bien dire que c'est là depuis toujours. Hein. C'est à nous à modifier notre propre serrure pour que ces clés, elles s'emboîtent. En fait. Et que ça puisse s'ouvrir. Voilà. Tout à fait. Ouvrez votre esprit à cette compréhension. Et là, vous allez vous apercevoir que ça a une pertinence... d'une finesse et d'une grandeur incommensurables, on peut le dire. Pour faire plaisir, j'en reviens à nos amis namastés, vous voyez bien que la fleur de vie, c'est bien l'inscription de cette interpénétration de ces géométries concaténées entre ces carrés qui même deviennent en 3D des cubes, on le voit, et des cercles qui, au final, dessinent la graine, puis la fleur de vie. Et on comprend pourquoi ça s'appelle une fleur de vie. Et voilà, de vie. Et dans toutes ces représentations, c'est pour ça que nous avons jugé utile
quant à nous, de rajouter une architecture, une géométrie qui le formalise, puisque c'est suggéré par les mathématiques philosophiques de cette proportion de pyramide, qui est cette amulette, de nous dire que la représentation en 3D, en réel, de cette architecture, c'est la fameuse pyramide qu'on vous présente sur cette chaîne depuis pas mal de vidéos. C'est la toupie, hein. Formalisé en rose et bleu aux couleurs de nos soiegeux et moigeux que nous avons plantés dans les aventures des décors de la série Retour vers le soigeux. Le voilà bien formalisé clairement, la résolution de la quadrature du cercle, du féminin et du masculin en 3D. Et c'est là que votre compréhension doit arriver jusqu'à ce qu'on appelle de la conscience de l'incommensurable. C'est de faire le lien avec la matrice. Quelle serait la clé de passage de compréhension que nous sommes bien dans une aventure créée par l'absolu, dans ce petit relatif qui nous fait tant de problèmes. En début de vidéo, on a évoqué la chose incompréhensible et assez extraordinaire de se dire mais comment l'univers a pu manifester, soi-disant comme vous pouvez le penser, mettons le hasard, ou cette coordination parfaite de nous mettre le soleil et la Lune avec la même perception de taille. À une distance qui fait que nous, on les perçoit de la même taille. Voilà, et qu'on ait le même raisonnement que nous avons développé en début de vidéo. Et des pyramides, et parce qu'elles y sont, ne vous inventent pas, il y a des pyramides, dont une qui attire l'attention plus que les autres, évidemment. C'est la grande pyramide de Gizeh, c'est Khéops, qui nous donne les mesures, la proportion parfaite pour vous faire comprendre que vous êtes dans le jeu, puisque, et c'est là qu'on va faire le pont, puisque si vous suivez les travaux de Jacques Grimaud, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est lui qui nous l'a appris, que cette pyramide, avec cette proportion, elle vient, et c'est là que ça devient aussi extraordinaire que la Lune et le Soleil, elle vient se calquer sur la géodésie terrestre. De bien grands mots peut-être qui font peur, mais qui en fait sont largement compréhensibles. C'est-à-dire que si vous prenez les dimensions de cette pyramide, elles correspondent à la moitié du globe terrestre. C'est donc là la clé intellectuelle de passage qui est assez difficile aussi, parce que certains auront du mal à l'admettre, c'est comment ça se fait que le hasard ait pu faire qu'il n'y a qu'une seule pyramide dont on vient de passer un moment à vous la décrire, il n'y a qu'une seule pyramide alchimique, philosophique, dont la structure mathématique fait intervenir les seuls nombres possibles en corrélation qui sont pi et phi dans une structure en 3 dimensions, qui réunissent tous les critères que nous avons énoncés auparavant et qui correspondent à la définition qu'on a donnée au début. Si vous deviez formaliser le symbole de l'absolu, comment vous le construiriez ? C'est cette proportion et pas une autre. Et là, comme par hasard, elle correspond, si on reste dans les formes arrondies, donc en 3D sphérique, on est bien là non pas sur la Terre plate, mais bien sur une Terre sphérique, même si elle n'est pas parfaitement sphérique, justement. Et c'est là qu'on peut voir les proportions à vérifier sur la géodésie qui correspond à cette pyramide. Certains ont déjà disjoncté et se disent non mais ça n'a aucun rapport. Mais si vous allez plus loin dans le même raisonnement statistique qu'on a mené au départ et que vous vouliez bien accepter que c'est pas un hasard, puisque le nombre et la statistique, puisque ça fait 2 éléments cumulés sur le fait de vous conduire à la compréhension que vous êtes sur quelque chose qui n'a pas des dimensions par hasard, eh bien vous êtes normalement à présent dans la foi de vous dire, bon peut-être que 2 éléments ça vous suffira pas, mais rassurez-vous, il y en a d'autres qui vont venir justement, donc là ça devrait, comme on disait tout à l'heure, enfoncer le clou de cette compréhension. Là, est-ce que c'est pas difficile de passer à ce stade de se dire, mais oui, ça y est, je comprends que l'univers fait ce qu'il veut, même dans la taille des planètes, même dans la structure et dans la géométrie, l'architecture, même d'une sphère, d'une planète. Donc d'une création. D'une création totale, ouais. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est facile ou pas? C'est à vous de déterminer où vous en êtes dans votre conscience. Est-ce que la compréhension de tous ces éléments imbriqués suffisent à vous faire comprendre au moins qu'il faut le réfléchir, que tout ceci est bien une création de l'absolu, et que c'est parce que nous sommes dans cet univers sur une planète qui a cette taille, qui a un satellite qui a cette taille, un soleil qui a cette distance et a cette taille, que vous avez les capacités intellectuelles ou même philosophiques, et même, allez, allons-y, amoureuses, de vous transcender jusqu'à l'absolu pour comprendre que tout ça, donc, ça a une compréhension totale et globale, puisqu'on est ici sur ce globe-là. Donc, est-ce que, à un moment,
vous êtes en capacité de comprendre qu'il y a une cohérence à ça, ou est-ce que pour vous ça n'a aucun sens et que c'est complètement extravagant de penser que tout ça c'est relié? Tu voudrais dire qu'il y a un tout? Oui, un fameux tout. Et qu'il n'est pas comme dans l'histoire des namastés, un et tout est un, etc. Oui, il y a vraiment une cohésion totale, comme tu le dis, parce que ça c'est le tout, oui, mais qu'après chacun a ses caractéristiques dans les deux univers. Vous gardez votre identité. On n'est pas tous un, parce que ça a une réalité, puisque de la conscience primaire qui s'est décomposée dans les fragments de chaque caractéristique, on peut le dire que oui, à l'origine, un et tout, et qu'on est tous... qu'il y avait un tout cohérent. Quoi. Et qu'il y a un tout cohérent, mais tout à fait. Mais ça revient à cette même idée, tout à fait. Mais chaque fois, j'aime bien préciser la différence avec ce truc fascinant qui est absolument déviant ici. Très bien, glisser. Vous ne perdrez pas votre identité, quand vous êtes ce que vous êtes. Le sol est toujours glissant sur cette planète. Ici, oui. Parce que là, certains vont croire après qu'au final, vous revenez à un état où vous êtes un. Vous allez vous ennuyer. Justement, si la création a fait en sorte qu'il y ait deux univers comme ça. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est pas pour rien. C'est pas pour revenir à un. C'est pas pour revenir à un, c'est pour revenir à un état qu'elle a déterminé parfait, que certains appellent le paradis dans les religions. Ça pourrait s'apparenter à ça. C'est l'état parfait, on l'a déjà décrit, etc. Le comportement de la matière n'est pas le même. La physique n'a plus rien à voir avec la physique contenue, puisqu'on ne comprend pas la métaphysique ici. On est dans la métaphysique sur le comportement de la matière, dans l'absolu. On l'a déjà expliqué avec le Karisator. Voilà. Bon, on va pas s'étendre là-dessus, mais cette compréhension, c'est vrai qu'elle est hyper importante, que quand vous allez vous transcender de ce monde relatif, vous n'allez pas revenir au tout, ou vous allez perdre votre identité, que vous partez dans un magma qui fond le tout, vous revenez à l'état originel de ce qui a été prévu comme parfait. Pour faire le résumé de ce qu'on doit concevoir dans notre conscience, qui est assez extraordinaire, donc difficile à intégrer, dans notre réalité du relatif, c'est présenté avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus de talent dans des vidéos qui durent des heures et qui sont réalisées par Jacques Grimaud. Donc nous n'allons pas faire les développements ici. Nous vous renvoyons, si vous voulez comprendre le rapport géodésique, et il n'y a pas que ça d'ailleurs, vous allez voir, il y a des occurrences assez incroyables aussi sur cet équateur penché, où vous retrouvez des distances faisant intervenir la valeur de phi entre l'île de Pâques et les pyramides, sur des artefacts qui font le tour de cet équateur et qui se rapportent même, après on aura l'occasion peut-être de le développer, en rapport avec la cartographie céleste. La vitesse de la lumière aussi. Heureusement que tu le rappelles, avec la différence de périmètre du cercle extérieur et du cercle intérieur du carré de base de la pyramide, qui lui signifie la vitesse de la lumière. Cet empilement de données, voilà. Dans une même structure. Si vous pensez que ça peut être dû au hasard, jouez au loto. Franchement, ça veut dire que vous pensez que le hasard a un talent pour s'immiscer dans des choses totalement justement impossibles. Voilà. Enfin, creusez bien dans votre conscience par rapport au fait qu'il y ait des raisons intelligibles d'amener les choses comme ça, de dire que non, c'est le hasard. Vous choisissez. Mais c'est vrai qu'on a quand même facilité, que ce soit par empathie ou raison même, à comprendre que certains puissent disjoncter comme une électricité, parce que ça induit bien que nous sommes dans un monde fabriqué. Certains diraient artificiel. C'est un monde donc qui est bien fabriqué par une volonté qui l'a voulu à ses dimensions, avec ses artefacts et avec ses corps célestes, à ses distances et à ses mesures. Donc à ses raisons. Voilà, et ça dépasse l'entendement, on va dire. C'est ça qu'il faut creuser, c'est ça le plus difficile. Faites le rapport entre le fait que ça puisse être possible, mais justement, on pensait assez utile de pouvoir faire cette vidéo, parce que ce qui va amener à ce que nous puissions évoluer vers une compréhension du jeu dans la matrice, donc dans le fait de résoudre le relatif, c'est quand même lié à cette capacité de le rationaliser. Oui, parce que ces données, c'est pas que le fait de se dire qu'elles sont en lien avec des dimensions d'une planète et éventuellement des distances avec d'autres astres, etc. C'est aussi quand on fait rentrer des données zodiacales, par exemple, en rapport avec les temps, des cycles, et une précision, comme tu disais. Donc ça veut dire que, au-delà de la preuve de cette création, je dirais, la pyramide, elle donne aussi la compréhension de règles du jeu. Donc on est passé du fait que on comprend que ce lieu n'est pas le fruit du hasard, qu'il y a des règles du jeu, donc potentiellement qu'on est venu jouer, mais qu'on n'a peut-être pas vocation à jouer pour l'éternité. Donc il y a bien un but à l'issue du jeu. À l'issue du jeu. Comme tout jeu, il y a à un moment donné l'envie, la motivation de gagner le jeu. Et quand on gagne le jeu, ce jeu-là, il s'arrête. On peut en faire un autre, mais ce jeu-là s'arrête.
Et puisque tu abordes le chapitre temporel, que certains nient, alors là on est dans un truc de dingue, parce que là, même immortel, il y a toujours une donnée de temps. En tout cas, quand on est mortel et entendre des gens qui se disent très évolués et qui questionnent que le temps n'existe pas... Le temps existe dans le relatif et l'absolu aussi. C'est bon, enfin bref. Alors, c'est intéressant, justement, on revient à cette notion temporelle, parce que pour recoller avec la pyramide, qui s'inscrit non seulement dans l'architecture volumétrique, donc spatiale, mais aussi induit du raisonnement temporel. Une distance, c'est du temps par rapport à la vitesse de rotation terrestre, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à la vitesse de la lumière, mais c'est aussi à travers la compréhension, on n'y revient pas dessus, parce que là aussi ce serait trop long, mais on va juste le dire au passage, à l'intérieur de cette pyramide, puisqu'on joue avec pi et phi, on induit aussi le comportement dans le jeu de la matière par rapport au temps, qui est lié à ces deux notions assez différentes que sont le temps de pi et le temps de phi. Le temps de pi, c'est le temps cyclique. Et ça se comprend bien avec le cercle qui revient sur lui-même. C'est l'ouroboros, hein, c'est le serpent qui se mord la queue. Si vous intégrez le temps comme une donnée cyclique, c'est la fameuse compréhension que dans le jeu, il existe des niveaux, des étapes, une chronologie avec un début du jeu, une fin du jeu, le début du jeu suivant et la fin du jeu. Donc ça, c'est une boucle, on le comprend bien. Ce temps-là, il est bien rapporté à celui de pi. Que quand vous prenez un compas et que vous tracez cette circonférence, vous démarrez à un point A et vous finissez au point oméga. Vous faites l'alpha et l'oméga, vous faites une boucle. Le fait de revenir au même endroit signifie bien 3,14, donc vous êtes bien sur pi. Par contre, qu'est-ce que le temps de phi? C'est le fameux temps que certains donnent comme non existant. Un temps où on pourrait bricoler ce qu'on veut, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a qu'un présent, et qu'on va pouvoir se déplacer sur cette ligne. Non, le temps passé, il est fini. Et le temps futur n'existe pas encore. Alors, ils font souvent la confusion avec un truc très simple à expliquer, c'est l'histoire du futur qui existe déjà, oui, sur votre condition de si vous rejoignez soit jeu. Par exemple, un moi-jeu, son futur existe déjà en tant que conscience de se rapporter à sa totalité, donc à son soi-jeu. On sait que, on va dire dans l'abstrait... Pour réintégrer sa conscience absolue. Voilà, le moi-je réintègre sa conscience absolue, donc du coup, son futur, il le connaît, mais en état et en spéculation de mémoire. Mais en fait, le temps en réel chronologique, le fameux temps de phi, celui qui avale, tu sais, quand on le symbolise comme sur le signe d'Alfa Romeo, là, avec le serpent qui mange le bébé, mais ici, évidemment, on est bébé, et puis on finit vieux, et on meurt, etc. Et ça, sur l'absolu, ça n'existe pas. Il y a la constance du corps parfait que vous vous êtes donné, que vous voulez. Mais ici même, on est bien obligé, et même de l'autre côté, comme je le disais tout à l'heure, on est bien obligé de dissocier ces deux temps. Il y a le temps cyclique, même du plaisir pour l'autre côté. Vous faites un jeu qui n'a rien à voir avec ici. C'est le jeu que des choses qui sont agréable à vivre dans l'harmonie. Et ici, vous avez le temps cyclique où on vit des trucs assez dégueulasses à des moments qui se restabilisent dans quelque chose de mieux à d'autres moments. C'est le Kali Yuga, le Satya Yuga, l'âge d'or, l'âge de fer, etc. Oui, le jour, la nuit, voilà. Les saisons, il y en a du temps. Tout n'est que temps ici. Voilà, des cycles, même ici, il y en a plusieurs. Il y a le cycle circadien, le fameux grand cycle précessionnel. Hein. Du temps. Bon, là où la lune nous montre le cycle. C'est menstruel, mensuel, féminin, etc. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est la même chose. On a voulu signifier dans le jeu qu'il y a une pertinence à comprendre les règles dans ce qu'elles ont de philosophique. Donc au départ de la condition originelle qui est absolue. Nous sommes le produit dérivé, un délire tout à fait déviant de quelque chose qui est stable et parfait dans l'absolu. Donc contrairement au temps cyclique, le temps de phi qui lui est linéaire est un temps absolument imprévisible, et heureusement. Parce que si le temps cyclique est prévisible avec ces thématiques qui se succèdent, qui sont faites pour explorer, on pourrait dire l'arc-en-ciel des émotions, l'éternel recommencement. Voilà. Le temps de phi, qui est linéaire, lui, il est justement fait voilà, il est fait pour que vous ne vous ennuyiez pas à recommencer toujours la même chose. C'est-à-dire que vous aurez des influences identiques dans des cycles qui sont calés pour être justement dans une stabilité d'un temps cyclique, le temps de pi, mais vous vivez le dynamisme des émotions à chaque fois renouvelées d'un film qui n'est pas le même. Le jeu, c'est pas une cassette vidéo ou un DVD que vous mettez, que vous regardez, c'est toujours le même, sinon ça n'a aucun sens. C'est bien un jeu interactif où vous avez votre libre arbitre
et où vous interagissez avec votre conscience totale. Ce qu'il faut toujours regarder, c'est la cohérence des choses. Ce serait quand même assez rigolo qu'on soit sur des notions d'infini pour l'espace, d'éternité pour le temps, et qu'on revive tout le temps la même chose. Ce serait dommage. Ce serait un peu bête. Ce serait très bête, oui. Ça diminuerait de beaucoup la compétence, l'attractivité de ce monde absolu. Et les capacités de l'absolu. Ouais, c'est des incompétents, ils nous font des jeux vraiment pourris, quoi. C'est pour ça qu'il faut tout mettre en cohérence aussi. Et puisque la logique nous fait penser que, évidemment, l'autre côté omniscient, omnipotent, et qu'il peut tout faire, il va faire le meilleur jeu possible. Il faut quand même rester dans cette compréhension qu'il y a un équilibre du jeu, de la logique la meilleure qui soit. Mais c'est vrai qu'ici, c'est absolument normal que nous soyons déviés et déviants, puisqu'on est plongé dans le côté obscur de cette force-là, et nous, notre mental, il est fait pour justement trouver des mauvaises raisons au fait de vivre cette mauvaise expérience. Donc c'est absolument normal que notre psychiatrie, notre folie d'humain, moi-je, égo du relatif, résonne toujours dans ce sens-là et pas dans l'autre. Ben nous, on est empreint de dualité. On a ces doubles faces, lumière et ombre, donc nos raisonnements, ils sont structurés. On raisonne à fatalité. Voilà, il faut les dépasser pour s'améliorer. Raisonner autrement. Alors, puisqu'on touche à la fin de cette vidéo, ouf, j'osais pas te le demander. Et que tu as lancé au passage la notion de temporalité à travers cette compréhension, on pourrait glisser à votre réflexion quelque chose qui nous a semblé assez pertinent aussi. C'est lorsqu'on raisonne en termes de ces artefacts, de ces amulettes, vous remarquerez que sur la planète, il existe des pyramides sur plusieurs sites remarquables de la Terre, et qu'elles n'ont pas les mêmes matières. Et que nous avons, et là on vous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit comme d'habitude, et de visiter la chronologie de certaines capacités, on va dire, psychiques qui se rapporteraient à des éléments de la matière, c'est-à-dire les 4 éléments, eau, terre, air, feu. Alors pour faire un résumé, on ne rentre pas dans les détails, on vous laisse mûrir tout ça de votre côté, comme toujours. Il faut bien être conscient qu'il y a des pyramides du côté asiatique qui sont construites en terre. On a cet élément-là, on s'est servi de la terre. Il y a des pyramides du côté des Amériques qui sont construites avec le résultat du feu. La composition des pyramides asiatiques, c'est de la terre qui n'a pas été cuite, qui n'a pas été non plus sédimentée, qui n'a pas subi physiquement ou chimiquement de contraintes extérieures. Fruit de la dégradation de l'humus, etc. Donc c'est de la terre. Amalgamée d'ailleurs avec d'autres, on ne va pas faire les détails. Mais là, du côté des Amériques, on y revient, on a des pyramides construites avec de la roche basaltique. Donc ça veut dire avec de la roche qui a été façonnée par le volcanisme. Par le feu. Oui, puisqu'on parle d'éléments. Fait par étapes. On a des pyramides de terre, on a des pyramides de feu, qu'il faut intervenir de la notion du feu. Comment vous formaliseriez une pyramide qui fait intervenir dans les 4 éléments la matière eau? On prend des roches, tout comme on a pris des roches basaltiques pour formaliser le feu, on va prendre des roches sédimentaires pour formaliser l'eau. Et qu'est-ce qu'on retrouve sur le plateau de Gizeh? Ce sont des pyramides avec du calcaire. Du calcaire, donc sédimentaire, de la compression aquatique. Et ce qui est drôle au passage d'ailleurs, avec quelques éléments de granit au cœur de cette pyramide qui, eux, matérialisent bien le feu. Oui, tout à fait. C'est du granit. Et ne provenait pas du coin. Et en plus, voilà, donc ça a été cherché exprès d'ailleurs. Ils ont dit non, mais c'est important que ça veuille dire quelque chose. Qu'il y ait un amalgame des deux. Des deux. Eau et feu. Là, on fait le résumé. On a un emplacement de cette planète des pyramides en terre. Un autre emplacement des pyramides qui font intervenir la notion du feu, et un autre site des pyramides qui font intervenir, 3e élément, l'eau. Il nous restait donc une pyramide qui appelle la notion la plus subtile, donc peut-être la dernière des 4 éléments, c'est l'air. Et là, hasard ou pas, c'est assez bizarre quand même, il y a à Paris une construction assez récente, donc c'est peut-être la dernière pyramide, et qui a les proportions qu'on a évoquées sur notre plan, là tout à l'heure, la résolution de la quadrature du cercle. Elle est aux dimensions. Voilà, qui est au Louvre, avec dessous la Joconde.
quoi de mieux dans une civilisation qui maîtrise, on peut le dire parfaitement, le silicium et qui le font. Il y a le feu, on fait intervenir pas mal de processus qui sont assez complémentaires pour faire du verre. On sait faire du verre. On a fait une pyramide transparente. Quoi de mieux pour évoquer une pyramide aérienne qui formalise l'air et donc la subtilité. Et qui en plus, en son cœur, possède un musée dans lequel il y a la Joconde. Si on prend en compte ce raisonnement sur ces différentes pyramides, on a parlé de l'importance de la structure, de l'architecture, de la proportion de ces pyramides, pour l'amulette du réveil de compréhension du but du jeu, et que tu as évoqué tout à l'heure la notion de temporalité, on peut aussi faire une espèce de boucle à travers les 4 éléments qu'on retrouverait signifiés dans la matière de ces différentes pyramides qu'il y a sur cette terre en ce moment. Bon, c'est vrai que ça nous ramène à une petitesse de notre ère quand même, parce que ça veut dire que sur la fin du jeu, nous on l'a pas faite d'une dimension extravagante. Elle a les bonnes proportions certes, mais elle est petite quand même. Hein. Elle est petite, mais elle a des subtilités. Elle a peut-être d'autres propriétés et significations, destinations que les autres. Voilà. C'était pas utile de refaire Khéops à Paris non plus. Hein. Oui, et puis peut-être qu'elle tient en son sein aussi un joyau qui est différent de la Joconde qui se trouve au-dessous. Voilà, qu'elle a forcément d'autres subtilités. Voilà. Bon, là, on a perdu tous les esthéticiens et les scientifiques. Je crois. C'est normal. Mais bon, restez sur ce qu'on a mené plutôt de rationnel, parce que là, c'est vrai que... Là, on en est au stade des questions. De tirer des fils. Hein. Bon, après, c'est une pertinence, mais de dire que le hasard n'a pas toujours une place prépondérante dans ce qui se passe. Parfois, on peut chercher pour rien, mais parfois, non. Alors si on a aussi perdu nos amis qui sont habitués à raisonner avec leur partie compréhension du cerveau, mathématiques, rationnelles, etc., on a par contre sûrement fait plaisir et inspiré ceux qui sont dans la partie du cerveau opposé, l'autre polarité. Complètement. Et là aussi, il faut le dire au passage, puisque c'est normal, ça fait partie du jeu, des récupérations, c'est constant tout au long de l'histoire, de la stratégie, des égos, des moi-jeux dans le jeu. Il faut vraiment avoir conscience du niveau émotionnel, la charge émotionnelle que on retrouve encore à la fin du jeu, bien sûr, chez certains chamans de l'astral, chez les Chanel qui canalisent des inspirations de l'ego relatif. C'est pas quelque chose de répréhensible, mais il faut le comprendre aussi. On essaie à chaque fois de bien prévenir. Voilà, prévenir. Mais ça, c'est inévitable, ça va se produire. Oui, certain. Au moins, c'est dit. Chacun a ses responsabilités. Voilà, exactement. Que vous soyez encore dans ces schémas-là, par exemple, magicien, du paranormal, qui retire encore des bénéfices relatifs, de l'esclavagisme intellectuel, hein, puisque tout ça c'est la même chose, hein, avec le chaman, etc. Il faut s'en rendre compte quand même, quand on remet ses propres décisions à d'autres personnes telles qu'ils soient, c'est de l'esclavage intellectuel. Voilà. C'est-à-dire, si je prends une décision... Au départ d'ailleurs, parce qu'après ça finit... Si je prends dans ma vie une décision importante, peut-être que je vis comme quelque chose de déterminant pour moi, parce que tel m'a vendu un symbole, un cristal, une incantation, etc. Des archétypes relatifs, on fait le résumé. Hein. Je m'en rends pas compte, ça me fait plaisir, ça me soulage. Je crois que j'ai décidé, mais je suis bien dans l'esclavagisme intellectuel. Ou un programme supérieur dû à des extraterrestres hyper technologiques, hein, ça existe aussi. Hein. Quoi qu'il en soit. C'est la même chose. À partir du moment où je me détermine pas tout seul, je suis bien dans ça. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande majorité qui n'a pas compris qu'elle ne doit et qu'elle ne peut pas se servir du concept absolu en le déviant à des fins personnelles, sans s'exonérer de conséquences logiques que vous pouvez bien imaginer. Bon, après, une fois de plus, chacun a son libre arbitre, même par rapport à ça. Mais bon, on est obligé quand même de le dire, parce qu'il faut prévenir. Hein, c'est comme si on donne un dessert très sucré à manger à quelqu'un, il faut lui dire, attends, fais gaffe, tu risques d'avoir du diabète. Hein, c'est pareil, mais là, on a donné des informations, certains vont s'en servir pour faire quelque chose près de l'alpha, et d'autres près de l'oméga, etc. C'est assez troublant de remarquer que plus les gens font des démonstrations, moins ils y sont crus quelque part. Ils sont cuits, tu veux dire? Ouais, ils sont cuits. Ils sont crus, puis ils sont cuits. Plus un truc extraordinaire non démontré, et plus je suis attractif. Eh oui, mais ça marche, c'est mystérieux. Ça marche parce qu'il y a une forme de désespoir, mais... c'est la fascination. On ne peut pas guérir de par ce genre de démarche. Quoi. Le pire, c'est qu'il y en a qui font semblant de chercher, et qui amènent des théories, mais qui en même temps savent qu'ils sont en train de ficeler le rôti. Là.
à quelle cuisson justement ça va être préparé tout ça. Chacun gère les conséquences de ça. Puis c'est normal parce que c'est la suite du jeu. Il faut bien que le prochain cycle prenne place. Voilà. C'est bien de prévenir parce qu'il y a plein de gens sincères et quelque part crédules aussi quand la vie est difficile. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait le dire. Pour terminer juste avec ça, une fois de plus, vous avez votre libre arbitre quant à la suite de vos décisions, mais prenez quand même le temps nécessaire pour essayer d'épurer vos ambitions du désir voilé qui vous anime. On retrouve également, sur l'autre polarité, ce désir voilé qui anime certains zététiciens ou autres scientifiques quantiques, par exemple, qui font appel à cette même magie. Au final, c'est de la magie. Qui honnêtement, d'ailleurs, parce que c'est même pas voulu des fois stratégiquement, c'est honnêtement, qui peuvent pas faire la synthèse pour comprendre ce qu'on vient d'évoquer là entre la physique et la métaphysique. Et ça, c'est bien dommage parce qu'on compte beaucoup sur justement la rationalité physique, notamment nous qui sommes occidentaux, puisqu'on a beaucoup travaillé la matière et la technologie. On est pas mal avancé dans cette raison-là pour pouvoir marier tout ça et le comprendre au mieux. C'est un petit peu le but sur cette chaîne, d'essayer de marier toutes ces compréhensions parce qu'elles sont nécessaires. C'est l'harmonisation de cette rationalité et en même temps de cette philosophie de l'utopie absolue qui peut faire le passage. Sinon, c'est pas grave. Chacun en fait absolument ce qu'il voudra. Nous allons terminer avec une autre question à vous poser, puisque on a démarré cette vidéo avec cette interrogation déterminante sur le fait d'avoir créé vous-même une amulette, laquelle serait-ce pour signifier le jeu. Mais là, la dernière question, ce sera pour tous ceux qui ont pris en conscience qu'il existe bel et bien en interaction cet univers absolu et cet univers relatif. Une fois qu'on a intégré cette notion, la dernière question à se poser, c'est mais qu'est-ce que j'en fais ici même en tant que moi-je, qui est encore empêtré dans ce relatif où on est très limité, très souffreteux, etc. Eh oui. Voilà. C'est compliqué. Quelqu'un qui intègre ça, je pense que ça veut dire qu'il a une notion de ce qu'il faut dans un certain équilibre. C'est le moment. Oui. Mais en tous les cas, c'est la question à se poser. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais si j'ai compris ça? Là, ça veut dire que d'un coup, vous pouvez comprendre que l'univers qui a ses attributs qu'on connaît, il n'est pas au hasard, il est fait pour notre jeu. Ça veut bien dire qu'à un moment, c'est que vous devez sortir de ce jeu puisque tel est son but. Et qu'est-ce que vous devez faire pour finir ça? Et ça, c'est quand même la question la plus frustrante et la plus angoissante qui vient après à l'esprit. Mais rassurez-vous, il y a une raison logique aussi de finir tout ça. C'est justement d'avoir à expliquer rationnellement ce qui nous reste à vivre dans cette transition où chacun ira avec son chemin différent. Il y en a bel et bien qui vont vouloir, avec ce même avatar, poursuivre le jeu, et d'autres qui vont vouloir s'en extraire. Mais ça veut bien dire qu'on n'aura pas les mêmes comportements sur cette planète. Que d'ores et déjà, on n'a pas le même regard sur les choses. On n'a pas la même détermination, là, on n'a pas la même orientation. Voilà. Et ce sera bien conditionné par le rapport que vous avez aux mots. On en revient à cette série, Enfin l'Apocalypse. Soit, pour vous, l'Apocalypse, sa définition sera la vraie, la bonne définition, c'est-à-dire une révélation, mais donc à vous de choisir la nature de cette révélation. Soit ce sera le mot qui est employé faussement aujourd'hui, qui n'est pas apocalypse, mais qui est cataclysme. Donc c'est l'apocataclysme. Ne vous laissez pas piéger dans le choix qui reste à venir. C'est vous qui choisissez. Soit vous faites partie de ceux qui ont intégré que c'est l'apocataclysme qui arrive, ou la belle apocalypse, c'est-à-dire la belle révélation. C'est bien ça qui va se jouer. Et selon vos comportements, selon si vous êtes déjà dans le logiciel absolu du soi-je, ou si vous avez un comportement toujours violent, dualiste, dans l'univers relatif du moi-je, vous voyez bien que c'est ça la dichotomie. Que soit vous allez d'un côté, soit vous allez de l'autre. Et une fois de plus, on le répète, il n'y a rien de grave à tout ça. Chacun choisit en son âme et conscience de son ouverture d'esprit. Pour terminer et pour annoncer ce qui se passe la prochaine vidéo, ça collera absolument à ce qu'on vient d'évoquer là. Tout comme il y aura une dichotomie dans le choix de l'ouverture de conscience, il y aura aussi un choix déterminant à faire dans l'énergie que vous allez employer. On ne parle pas de l'énergie physique corporelle, on parle de l'énergie, celle qui donne de l'effort mécanique, les joules, les mégajoules, etc. Ou les watts et kilowatts. Parce que ça a une partie déterminante à comprendre à la fin du jeu. C'est déterminant. Ça l'est d'autant plus. Déterminant ? Déterminant. Pas détergent, déterminant. Déterminant.
que nous allons parler de chimie, de physique et de production. On va rester bien terre à terre et bien relatif, avec quelque chose qui nous accapare depuis le début de l'histoire du jeu de l'humanité relative, c'est produire de l'énergie, ou en tous les cas s'en servir dans la nature. Vous allez bien comprendre, si ce n'est pas déjà fait évidemment, qu'il y a une grande différence entre se servir dans ce qui existe déjà à l'état fossile et ce qui nous est constamment donné avec les rayons du soleil. Il y a deux énergies avec des sources fondamentalement différentes, et si vous avez bien compris l'économie sur laquelle nous sommes basés actuellement, avec cet ordre hiérarchique, politique, économique et spirituel qui le permet, nous sommes dans le fait d'utiliser des énergies qui puent. Voilà, mais qui puent tout court aussi, qui puent, qui polluent, et qui nous font dépendre d'une géopolitique assez dangereuse, hein, vous l'avez vu. Par contre, la polarité opposée à celle-là, on voit bien qu'il existe, et pourtant depuis longtemps, et avec beaucoup de potentiel, une énergie qui nous vient du soleil, qui elle est constante, qui est propre, et qui peut nous permettre d'ailleurs de calquer une philosophie, une spiritualité qui soit absolument différente. Et on verra en quoi ça a une importance sur la fin du scénario dans la matrice de ce jeu, puisque le fait d'utiliser une ou l'autre va nous conduire sur des projets absolument différents. Voilà, la prochaine vidéo. D'ici là, travaillez bien les questions que nous nous sommes posées dans cette vidéo, avec toujours la même motivation d'essayer d'atteindre l'imaginaire le plus haut placé sur l'utopie pour préciser de plus en plus ce qui se passe du côté de l'univers absolu. Voilà. Bon courage, à bientôt. Au revoir.